Aujourd'hui, on va parler d'une erreur stratégique majeure, d'un fiasco militaire, mais surtout d'une décision collective qui s'est prise à huis clos, mais qui a mal tourné. Eh oui, aujourd'hui, je vous propose de laisser temporairement le monde de l'entreprise tranquille pour nous attaquer au monde politique, et notamment à la Maison-Blanche. Allez, c'est parti. Ils pensaient avoir trouvé la bonne stratégie. Ils avaient l'argent, les équipes, l'expérience, et pourtant, la suite a tourné au désastre. Salut, c'est François, et bienvenue dans Autopsie d'une décision. Ici, on parle de décisions qui ont tout changé, mais pas dans le bon sens. Vous savez, ces choix que les dirigeants prennent convaincus de tenir la bonne idée, jusqu'au moment où tout s'effondre. Et dans cette série d'épisodes, je vous amène comprendre pourquoi certaines entreprises se plantent et comment potentiellement éviter les mêmes erreurs. Alors installe-toi bien et c'est parti pour ce nouvel épisode d'Autopsie d'une décision. Nous sommes en 1961 et durant cette année, la présidence Kennedy va connaître l'un de ses pires échecs militaires. Remettons-nous un peu dans le contexte. Kennedy, c'est alors un jeune président à peine élu. Nous sommes dans une guerre froide qui bat son plein et il y a une idée qui obsède le peuple américain, faire tomber Fidel Castro. Fidel Castro, à Cuba, allié de l'URSS, grand ennemi national. Alors, la CIA va imaginer un plan. Tout simplement, envoyer un bataillon de 1400 exilés cubains, entraînés en secret, pour déclencher une rébellion contre ce régime communiste. Le lieu du débarquement? Une petite plage isolée au sud de Cuba qui est devenue tristement célèbre, la baie des Cochons. Mais, dès le début, tout va de travers. L'opération est mal préparée, sous-dimensionnée. Et surtout, Kennedy, qui a récupéré le projet de son prédécesseur, annule à la dernière minute 2 raids aériens pourtant cruciaux. Résultat, les hommes sont massacrés, les survivants capturés et l'Amérique est humiliée sur la scène internationale. Kennedy, abasourdi, lâchera cette phrase. Comment avons-nous pu être aussi stupides? Et c'est là le point qui va nous occuper aujourd'hui. Ce qui rend effectivement cette décision fascinante, c'est qu'elle aurait pu et dû être évitée. Pourquoi? Tout simplement parce que le plan, présenté par la CIA, était truffé d'incohérences. L'idée que les Cubains se soulèveraient spontanément avec ce débarquement et ces 1400 hommes? Sans fondement. L'effet de surprise? C'était le secret du débarquement de 1945. Et en l'espèce, il était compromis, car le New York Times avait parlé de ce projet grâce à des indiscrétions. Mais plus étrange encore, personne dans la salle, lorsque Kennedy a dû dire oui ou non, on y va, personne n'a dit stop. Personne n'a dit attendez, ce plan n'a aucun sens. Alors pourquoi? Pourquoi cette décision n'a pas été prise, ou cette objection du moins? On va s'appuyer sur les propos de Arthur Schlesinger, un conseiller très proche de Kennedy, qui va expliquer dans ses mémoires un peu l'ambiance et le pourquoi du comment.
Il raconte. Pendant ces discussions, je me suis tu. J'étais convaincu que c'était une erreur colossale. Mais il m'a été impossible de tirer le signal d'alarme, vu les circonstances de la discussion. Et là, on touche au cœur du problème. Car ce silence a été théorisé par Irving Janis, un psychologue, qui va appeler ça le groupthink, ou la pensée de groupe. Le groupthink, c'est quand un groupe intelligent prend une décision stupide, parce que chacun de ses membres préfère se taire plutôt que s'opposer à la majorité ou au chef. Personne ne veut passer pour le trouble-fête, personne ne veut ne froisser l'unité du groupe, et pourtant, ils sont souvent nombreux à avoir douté. Mais le silence douteux ne vaut rien. On va s'éloigner un peu de Kennedy et de ses conseillers pour aller dans les années 50, où un psychologue avait déjà fait une expérience montrant ce phénomène. Ce psychologue, c'est Solomon Asch, qui a d'ailleurs mené une expérience qui est restée assez célèbre. Il va positionner des étudiants autour d'une table. On va leur montrer les lignes de tailles différentes et on va leur dire laquelle de ces lignes est la plus longue. Simple, non? Sauf que, sauf que tous les participants, sauf un, sont des complices. Ils donnent, bien sûr, les complices, ils donnent tous avec assurance une réponse fausse. Le vrai cobaye, en dernier, entend tout le monde donner la même réponse. Il sait que c'est faux. Mais que fait-il? Eh bien, dans 75% des cas, il va se conformer à l'avis du groupe. Il va donc sciemment donner une mauvaise réponse pour se conformer à l'avis du groupe. Et cela, même s'il est persuadé du contraire. Alors imaginez, si on se conforme dans une salle de classe, face à des inconnus, pour comparer des lignes sur du papier, alors qu'est-ce qui se passe dans le bureau ovale quand le sujet c'est une invasion militaire et qu'on est face au président des États-Unis? La vérité, qu'il faut bien admettre, c'est que même les meilleurs esprits cèdent à la pression sociale. Car ce fiasco n'est pas seulement celui des Kennedy. Il est celui de tout un groupe paralysé par le conformisme. Aucune voix discordante n'a été tolérée, aucune procédure formelle pour introduire du doute, du contre-pied, de l'opposition structurée a été mise en place. Résultat, une décision fondamentalement défectueuse, et pourtant validée, même silencieusement, par les meilleurs experts du pays. Alors revenons un peu au sujet qui nous intéresse, le monde de l'entreprise. On serait bien sûr tenté de dire « moi, je ne me laisserai jamais avoir » si on se retrouvait dans une telle situation. Mais soyons honnêtes, quand on est dans une réunion stratégique face à un PDG convaincu et avec des collègues qu'on respecte, combien d'entre nous oseraient dire « je pense qu'on fait une énorme erreur » ? Très peu. Et pourtant, ce courage de s'opposer, cette capacité à briser le consensus, c'est ce qui va sauver ou ce qui peut sauver une entreprise d'une mauvaise décision. D'ailleurs, pour vous montrer que même les présidents et que Kennedy était un homme intelligent, l'histoire ne va pas s'arrêter là. Car un an plus tard, pendant la crise des missiles de Cuba, Kennedy va changer de méthode. Il va mettre en place un vrai processus de délibération. Du coup, il écoute les voix opposées, il fait travailler ses conseillers en petits groupes pour éviter la pensée unique, et cette fois, il a réussi à éviter la guerre nucléaire, parce qu'il avait appris de son erreur. Bon, la baie des cochons, c'est un désastre militaire, mais c'est surtout
une leçon de gouvernance. Elle nous rappelle que les décisions ne se prennent jamais seules. Et que le vrai danger, ce n'est pas l'erreur de jugement, mais l'absence de contradiction. Dans un monde où les enjeux sont de plus en plus complexes, savoir écouter le doute, protéger la dissidence et oser penser autrement, c'est ça la clé d'une décision saine. Allez, à la prochaine. Allez, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Et d'ici là, souvenez-vous, ce n'est pas parce qu'un groupe est d'accord qu'il a raison. Tu l'as compris, les grandes entreprises tombent rarement à cause d'une seule mauvaise décision. C'est souvent un jeu de plusieurs facteurs très divers, comme nous l'a montré cet épisode. Mais toutefois, ça reste extrêmement instructif. En tout cas, j'espère que cette histoire t'a autant fasciné que je l'ai trouvé plein d'enseignements. Et si t'as aimé cet épisode, abonne-toi, partage cet épisode et surtout, souviens-toi, il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision. Il y a juste des prises de décision et des absences de prise de décision. L'avenir te dira le reste.